si je paraphrase un de nos grands penseurs des années 80, j'aurais tendance à dire que ces femmes réussissent l'amalgame de l'autorité dans leur domaine et du charme. Vous verrez à qui je pense, n'est-ce pas? Et puis, je vous entendiez des bruits étranges. En fait, il y a un special guest qui se cache en coulisses. Je ne sais pas comment le définir. Alors, il s'agit d'un homme, enfin, en tout cas, ça y ressemble. Il est slammer, mais pas que. Et puis, ces 4 femmes, non contentes d'intervenir en meute, ont souhaité s'acoquiner avec lui. Bon, vous verrez ça tout à l'heure. C'est un garçon qui est absolument talentueux, tellement talentueux qu'il vit presque tout le temps au Centre culturel Chibaou. Voilà, vous découvrez son visage juvénile tout à l'heure, peut-être. Voilà. Plus sérieusement, les 4 chercheuses que vous avez devant vous ont rédigé articles, travaux universitaires et pour certaines d'entre elles, ouvrages, documentation qui est disponible à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Donc vous en avez peut-être vu un échantillon sur la table juste devant la salle Sissia. Cette documentation peut être complétée, bien entendu, dans nos locaux. Hein. Nous sommes disponibles du mardi au dimanche, inclus de 9h à 17h. Voilà, pour tenter de vous renseigner sur les sujets qui vous intéressent. Je le précise à chaque fois, bon, il y a peut-être de nouvelles personnes qui sont là. La conférence de ce soir, elle est évidemment enregistrée. Vous avez la possibilité de la réentendre sur notre site web www.adck.nc dans la rubrique rencontre de la médiathèque. Mais elle est aujourd'hui également filmée, comme depuis quelque temps, par NCTV, qui est partenaire de la DCK dans cette affaire. Et elle sera bien évidemment disponible à la fois sur les antennes de NCTV et puis surtout en rediffusion sur leur chaîne YouTube. Vous aurez le loisir d'associer l'image et le son. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de bêtises, beaucoup trop peut-être, donc je vais laisser le sérieux l'emporter sur cette introduction. Merci à vous en tout cas d'être intervenu, d'avoir souhaité intervenir. Je vous souhaite bon courage et puis surtout on se voit tout à l'heure pour les questions. Il y aura de part et d'autre de la salle des micros qui sont à votre disposition. Merci à vous. Merci. Merci Manuel, merci à tous pour votre présence ce soir. Nous sommes heureuses de vous présenter donc cette conférence à 4 voix avec donc un petit invité surprise qui donc va vous donner un petit aperçu d'un programme de recherche. Alors, donc nous remercions bien évidemment le Centre culturel Chibaou de nous recevoir ce soir. Nous souhaitons remercier aussi donc le CNEP, le Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique, qui est notre laboratoire de recherche, de rattachement, et puis la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui était donc le deuxième partenaire qui a cofinancé ce programme de recherche, qui a commencé en 2014, qui devait se terminer en 2015. Mais comme on a eu beaucoup de plaisir à travailler, en fait, on a prolongé le travail sur l'année 2016. Et puis on vous dira d'ailleurs en conclusion qu'on aimerait bien encore justement prolonger encore la recherche. Pour finir dans les remerciements, évidemment, toute notre gratitude va surtout aux participants de cette recherche, à toutes celles et à ceux que nous avons rencontrés en groupe ou en entretien individuel, donc des jeunes, des étudiants, des artistes, des personnes ressources, donc qui ont généreusement donné de leur temps. Et c'est à eux surtout que nous avons voulu donner une voix dans cette recherche, et c'est aussi à eux que nous souhaitons justement donner plus tard le relais. Donc l'invité surprise va précisément donner voix concrètement, physiquement et scène en fait aux voix justement, donc les enquêtés, les biographier, pour utiliser des termes un petit peu originaux et techniques. Alors le titre de la conférence, Les langues dans la ville, fait référence à un ouvrage de confrères qui interroge en fait le rôle de l'école, des institutions et des associations dans la connaissance, la reconnaissance des langues, la transmission familiale, le rôle identitaire de la langue, mais aussi la langue, facteur d'inclusion ou d'exclusion ou d'intégration. Ce soir en particulier, donc nous avons repris ce titre qui nous plaisait,
Nous aimerions donc vous présenter de façon, nous espérons, pédagogique et ludique, mais non moins scientifique, quelques données et réflexions de notre recherche qui avaient au départ pour titre « Pratique plurilingue à Nouméa, : où sont les langues de France ?» Et cette recherche donc s'inscrit, nous l'évoquerons très brièvement, dans la continuité d'autres recherches en sociolinguistique, mais cela dit, c'est la première recherche qui porte exclusivement sur Nouméa. Alors, les langues et leur processus de changement, de rencontre, de transformation, de transmission sont l'objet de prédilection de la sociolinguistique. Objet qui à la fois reflète certains processus sociaux, en révèle d'autres, plus cachés, voire peut préfigurer certains phénomènes à venir. Je ne vais pas présenter toutes les disciplines qui composent donc cette recherche. Ce programme de recherche était particulièrement original dans la mesure où nous avons dès le départ élargi en fait l'objet d'étude et en particulier donc le cadre de réflexion, le cadre théorique à une approche très interdisciplinaire compte tenu justement de la complexité de notre objet d'étude à d'autres disciplines qui sont donc l'anthropologie sociale et culturelle, l'ethnomusicologie, analyse du discours et sémiotique notamment visuelle. Alors pour comprendre les dynamiques de contact entre langues à Nouméa et Grand Nouméa, notre terrain de recherche, notre méthode repose sur des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire sur des observables non sollicités, des enregistrements d'échanges spontanés de pratiques plurilingues, des enregistrements d'expressions artistiques dans des lieux publics ou dans des lieux de socialisation secondaire, tels que les nakamal, les places publiques comme la place des Cocotiers par exemple, mais aussi dans des moments de la vie quotidienne. Alors ces données constituent une partie de notre corpus d'analyse qui se compose également d'entretiens sollicités qui peuvent être enregistrés, filmés ou non filmés. Notre corpus comprend également des biographies langagières et un corpus assez riche de photographies de terrain. Et enfin, des pratiques artistiques urbaines, à la fois l'analyse d'œuvres, mais aussi des entretiens avec leurs auteurs, qu'il s'agisse de musiciens, qu'il s'agisse d'auteurs ou de réalisateurs. Au final, un corpus d'analyse assez hétérogène, à la fois de pratiques langagières, mais aussi d'histoire de langue et d'expression artistique. Alors cette recherche qui porte sur l'analyse descriptive du ou des plurilinguismes urbains est donc une recherche polyphonique, comme vous le voyez ce soir, et qui questionne d'une part les contacts entre langues, les représentations des locuteurs sur leurs pratiques langagières, mais aussi les phénomènes de métissage et d'hybridation entre langues qui entrent en contact, y compris à travers les expressions artistiques qui en sont l'émanation. Nouméa est donc un espace de rencontre, de contact et de création. C'est donc notre terrain de recherche et notre problématique transversale questionne de quelle manière les langues océaniennes sont valorisées. Où sont-elles reconnues ? Où sont-elles visibles, audibles ? Dans quels espaces ? Comment sont-elles mises en mots, en images, en voix ? Qu'expriment et que chantent les Nouméens et quels sont leurs points de vue sur cette diversité linguistique et culturelle. Donc, quand les voix plurielles se font entendre dans la ville nouméenne. Et donc, voici un peu ce qu'on vous propose ce soir. Quelle langue, quelle diversité linguistique, où sont-elles visibles, audibles, quels sont les usages, les discours sur ces langues et ces contacts entre langues, les processus de recomposition et de création. Alors, Nouméa, notre point de départ, et puisqu'on est ce soir dans ce bel espace qu'est le Centre culturel Tjibaou, on va partir de là. On est ici en salle Sissia. Est-ce que certains d'entre vous savent quelle est l'origine du nom de cette salle Sissia et ce qu'elle peut bien vouloir dire ? Sissia ?
Ticia vient du Faga Uva, merci Paul, vient du Faga Uva et signifie bouger, chanter, danser, puisque c'est justement dans cet espace que l'on propose la plupart du temps des spectacles de danse, de musique, de théâtre, etc. etc. Nos hôtes du soir, l'équipe de la médiathèque du Centre culturel Chibaou, serait aussi très heureux de vous accueillir en case Ngan Falik, qui signifie maison de la parole en langue pidgin, ou en case Moavé, la maison de la parole en langue djoubéa, pour vous présenter les trésors qu'ils ont dans les archives de la médiathèque. Donc derrière tous les noms d'espaces du Centre culturel Chibaou, il y a donc une logique dénominative en langue kanak qui est basée sur la fonction de ces espaces. Si on étend la réflexion à la toponymie urbaine, derrière bon nombre de quartiers de Nouméa se trouvent aussi des appellations en langue djoubéa qui racontent une histoire, celle des espaces et celle des hommes qui les ont habités. C'est le cas de ces toponymes en langue djoubéa. À votre avis, derrière le premier toponyme djoubéa, à quel nom de quartier de Nouméa est-ce que ça fait référence? Wemo, merci. Le second, Tindu. Le troisième, Wentoro, Lansvata, et le dernier, voilà. Donc, la toponymie d'usage en langue djoubéa a complètement été supplantée à un moment donné de son histoire par la toponymie en français, et les noms de lieux ont donc été soit francisés, soit supprimés. Donc, Nouméa, ville cosmopolite, multilingue, multiculturelle et pluriethnique, on vient de le voir, a dans sa toponymie repris donc des mots de la langue de l'air dans laquelle elle est située. Et quand on veut représenter la diversité linguistique néo-calédonienne, on va recourir très souvent à ce type de carte que vous connaissez certainement très bien, qui montre la très grande diversité et la très grande densité linguistique néo-calédonienne. Mais on peut parler aussi d'autres langues que le Nandjoumbéa. Et donc, cette carte-là, tout aussi intéressante qu'elle soit, ne montre pas la présence des différentes langues de migration, des langues allochtones, et occulte, ou en tout cas ne permet pas de montrer les pratiques plurilingues. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de dépasser cette représentation-là pour arriver à une représentation plus fidèle des usages réels des Calédoniens et des Nouméens en particulier. Nouméa et les centres urbains sont particulièrement intéressants parce que ce sont des bassins qui drainent beaucoup de population, notamment pour des raisons salariales et des raisons d'emploi. Et donc, toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie se retrouvent sur Nouméa. Si on en croit l'ISEE, voilà. La Nouvelle-Calédonie est constituée de nombreuses ethnies qui ont des pratiques culturelles différentes, mais aussi des pratiques linguistiques différentes. Et si 2/3 des résidents calédoniens se trouvent à Nouméa ou sur le Grand Nouméa, il est logique que dans la ville nouméenne, nous entendions leur langue et que nous voyions leurs pratiques culturelles diverses. Nous sommes partis d'une question un peu simple. Où sont les langues? Et donc, nous nous sommes promenés en ville et nous avons cherché les langues dans la ville. Donc, au-delà des toponymes, dans les affichages officiels, on a eu un peu de difficulté à trouver des langues présentes. On voit l'hôtel de ville, l'hôtel du gouvernement, les noms des rues, les affichages publics tels que ceux de l'OPT ou d'autres institutions n'utilisent pas ou ne recourent pas à des dénominations en langues océaniennes. Si on regarde les affichages à destination des touristes, là, on va voir une diversité linguistique apparaître, mais cette diversité linguistique est ciblée, et donc la diversité va se matérialiser à travers de l'anglais et du japonais essentiellement. Et dans les sites mémoriels, comme dans le quartier asiatique
de la ville de Nouméa. Le site est dédié aux Vietnamiens et donc les plaques sont bilingues en français et en vietnamien. Enfin, on est allé chercher dans les commerces. Et là, dans les commerces, on trouve des traces de l'océanité ou des traces des identités culturelles des Calédoniens, mais très peu de langues sont présentes. Cependant, en cherchant bien, on trouve quand même dans ces espaces-là des langues océaniennes et des langues kanaks en particulier. Alors pour des affichages de santé publique, des affichages sanitaires, ainsi de suite, on en trouve. Là, ce sont des affichages sur la sécurité routière qui illustrent le propos, mais aussi dans les commerces. Vous reconnaissez certainement le seuil d'un commerce du centre-ville. Et enfin, dans des notes extrêmement positives, par exemple l'agence de travail temporaire Amburo, qui utilise un mot en langue kanak pour s'autodénommer. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir enfin une langue kanak associée au monde du travail et à des valeurs considérées comme positives en ville. Langue que l'on ne voit pas ou peu, et pourtant que l'on entend, puisque si on tend l'oreille, tous, dans la rue, dans le bus, dans une file d'attente, à la caisse d'un supermarché, sur un terrain de pétanque, à l'église, au marché, au Nakamal, à l'OPT, etc., la diversité linguistique de Nouméa est pourtant bien réelle et bien audible. Alors nous allons maintenant vous proposer une petite balade sonore à la rencontre de celle-ci, et vous allez essayer de retrouver les différentes langues qui sont proposées. Donc ça va prendre à peu près 1 minute. C'était copié, c'était kanakakainamene. Kemele, yamenge kore. Ene na ule accident ona, teri koloto na yu. Adi juste en face, narolo ni eni. De bien sûr mais. Ah quand même, on a vu tout. Oui, mais c'est juste maintenant. Je ne sais pas ma vie, parce que je n'ai pas vu. 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 Je Don ni dava. Não kau tu kena mai. Belum manji. Dia betul betul salih lagi mana? Besar. Tarongi. Vous avez reconnu du Bislama, effectivement. Donc là, l'enregistrement a été capté dans les squats de Koekara. Nangone, tout à fait. Capté en centre-ville. Oni, capté sur la place des Cocotiers. Et du Fidjien, exactement, capté à Rocky Valley, à Ducos. Oui, vous êtes bon auditoire. Donc cette diversité, dont le contact entre les langues est bien audible, puisque si vous avez remarqué, il y a également des emprunts au français et on a aussi des phénomènes d'alternance, est perceptible donc dans les pratiques langagières des acteurs sociaux, mais aussi dans les pratiques artistiques urbaines. Et donc à mon tour, je vous invite à une petite déambulation musicale à partir d'extraits sonores captés dans les rues nouméennes. Et comme je vois qu'il y a de très bonnes oreilles dans la salle, je pense que vous n'aurez aucun mal à suivre cette petite déambulation musicale.
Voilà, vous avez tout trouvé. Alors, on est parti de la place des Cocotiers, voilà, en passant devant quelques sorties de commerce pour aller jusqu'à la gare maritime, le vieux temple, la cathédrale, le consulat d'Indonésie, pour ensuite s'arrêter sur quelques baies et plages nouméennes. Ces déambulations sonores et musicales nous permettent de dessiner un autre portrait sonore de la ville qui dévoile des composantes bien différentes de celles qui sont traditionnellement affichées et représentées. Donc là, nous avons entendu et un des aspects de notre programme de recherche était de voir comment ces langues s'actualisaient, c'est-à-dire qu'au-delà de les entendre et de repérer où elles sont pratiquées, la question était comment sont-elles pratiquées et avec quel degré d'interpénétration sont-elles pratiquées par les locuteurs, ce que Leslie a précédemment appelé l'alternance codique et l'hybridation. Et pour comprendre ce phénomène-là, donc on a fait une analyse de corpus, mais avant ça, nous avons tenté de considérer les langues en héritage des locuteurs. C'est-à-dire qu'on sait que les villes mangent les langues. On dit que les villes sont glottophages et que donc dans à peu près tous les espaces urbains du monde, on observe une grande déperdition linguistique avec une forte rupture de transmission. Là, ce sont des résultats d'une enquête qui remonte un peu à 2011 sur une population scolaire. Donc la génération 1 sont les grands-parents et la génération 3 sont les enfants scolarisés auprès desquels nous avons mené des enquêtes ou auprès des parents desquels nous avons mené des enquêtes. Si on regarde la répartition ou la déclaration que les parents ont fait des langues familiales, on voit que dans la génération des grands-parents, très peu de familles étaient déclarées monolingues. 9% à peu près des grands-parents des enfants auprès desquels nous avons enquêté étaient monolingues, et donc les 91 autres % étaient donc des familles dans lesquelles il y avait plusieurs langues. En une génération, donc arrivé à la génération 3, on arrive à 74% d'enfants dont les parents déclarent des pratiques monolingues. C'est-à-dire qu'on observe une très forte déperdition des langues, une très forte rupture de transmission des langues. À ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène, mais c'est un phénomène flagrant et ici à Nouméa qui est très prégnant. Grande déperdition des langues ne veut pas dire que l'on oublie ou que l'on occulte ces langues d'héritage ou les langues que l'on avait dans sa famille. Cette rupture de transmission maintient ou permet le maintien de ce qu'on appelle en linguistique un substrat linguistique, c'est-à-dire que même si les langues d'origine ou les langues d'héritage ne sont plus pratiquées, elles influent, elles interfèrent dans notre manière de parler nos langues de tous les jours. Ce qui donne des usages très calédoniens du français. Alors, est-ce que c'est un français seulement calédonien ou est-ce qu'on voit apparaître un français nouméen? Pourquoi pas? Donc là, ce sont des extraits du corpus avec des structures syntaxiques. C'est prêté pour ma sœur, t'as dit à moi, les affaires à lui, ainsi de suite. Enfin, des choses que vous entendez très bien. Et donc là, même si on n'a plus de langue océanienne dans notre répertoire actuel, le substrat linguistique fait que voilà, il y a des interférences que l'on produit et que l'on transmet de génération en génération. Enfin, les langues d'héritage restent souvent présentes dans des formules figées, dans des formules sédimentées. Et ces expressions figées servent très souvent de marqueurs ou de positionnement identitaire. C'est-à-dire, là, c'est dans le corpus en langue wallisienne que j'ai été chercher les exemples, mais ça marche pour beaucoup de langues ou pour presque toutes les langues. Par exemple, des olés systématiques à la place d'un merci ou un olé qui redouble un merci. C'est une manière d'annoncer ou de revendiquer une langue qui appartient à notre héritage. Pour les familles qui ont transmis les langues ou pour les familles dans lesquelles les langues se maintiennent, les langues ne sont pas étanches l'une de l'autre et donc on voit des pratiques
pluriel, plurilingue émerger. Tout à l'heure, Leslie a parlé d'alternance codique, c'est-à-dire que les langues vont se mélanger, se rencontrer au sein d'une même conversation. Et donc là, nous avons Tika et Tavita qui discutent entre eux en tahitien. Donc là, il s'agit de deux frères qui discutent en tahitien parce que le contexte se prête à une situation familiale où le tahitien est la langue dominante. Et on va retrouver le même acteur en situation publique. Donc là, ce sont des amis qui se rencontrent. Merci. Et donc là, deuxième situation, avec toujours Tika et d'autres locuteurs, dans une situation publique. Et là, c'est le français qui va être dominant. Et à l'intérieur du français, on va avoir du tahitien s'immiscer, alors que précédemment, dans une situation privée, c'était du tahitien dans lequel le français s'immisçait. Tout ça pour dire que ce sont des pratiques extrêmement courantes, extrêmement normales, et qui s'organisent selon une grammaire ou selon des rites que les locuteurs identifient et mettent en scène pour donner à entendre leur langue, mais aussi pour donner à voir qui ils sont ou ce qu'ils veulent que nous pensions qu'ils sont. Enfin, pour les jeunes gens auprès desquels nous avons travaillé ou auprès desquels nous avons enquêté, qui sont des locuteurs, on va dire, moins compétents de leur langue d'héritage, ils vont pratiquer des grands mélanges de langues dans lesquels ils vont intégrer des langues de leur propre répertoire et des langues des répertoires de leurs amis qu'ils intègrent pour en faire un répertoire extrêmement élargi. Et donc là, par exemple, un extrait donc, où la langue dominante est le wallisien, auquel on adjoint un juron en langue djehou, et on termine avec une expression très calédonienne, fini cassé. Voilà. Dans tout notre corpus, les langues les plus présentes sont le djehou à travers le juron que vous connaissez, l'anglais à travers des expressions un peu figées et banales avec des kiss love, des no comment, ainsi de suite. Pour le tahitien, on voit apparaître le mot vehine et beaucoup plus rarement le mot tane. Et enfin, pour les langues kanak, c'est au sens large, c'est plutôt les remerciements, donc olé ou oleti, qui apparaissent. Si les jeunes gens font des constructions avec lesquelles ils s'amusent, ou s'ils s'amusent avec les langues, il n'empêche que la société et leurs pairs aimaient toujours des jugements sur leurs pratiques, sur ces pratiques nouvelles, sur ces pratiques mélangées, sur ces pratiques que l'on va appeler hybrides. Et pour illustrer ça, une fois, on me parlait donc d'un jeune homme qui ne savait pas parler le tahitien, et on m'a raconté que c'était donc un tahitien raté, et on m'a conclu en me disant « c'est un tahata rien du tout ». Donc c'est personne, puisqu'il n'est pas locuteur de sa langue, puisqu'il ne maîtrise pas assez bien le code tahitien. À ces jugements de valeur, à ces stigmatisations assez violentes, les jeunes gens, les jeunes urbains que nous avons interviewés répondent d'une façon détournée, extrêmement positive, en disant « certes, on ne parle pas la langue de là-bas, on ne parle pas la langue de l'Ifou, on ne parle pas la langue de Tahiti, ainsi de suite. On parle le djehou à nous, on parle le djehou débarrassé, on parle notre djehou. » Alors, Claire vient déjà de proposer un début d'analyse assez intéressant des pratiques langagières, donc qui sont hybrides et métissées, mélangées, qui sont, comme elle l'a dit, tout à fait naturelles, entre guillemets, lorsqu'on analyse donc la réalité des pratiques langagières plurilingues, on trouve ce type de phénomène. Alors, pour approfondir justement la compréhension là, et l'analyse justement des pratiques langagières plurilingues complexes, donc des plurilinguismes, on a aussi travaillé sur la base d'un corpus. Bon, là, j'ai retenu à peu près pour l'analyse ici ce soir 60 biographies langagières, ce qui est déjà énorme compte tenu qu'on est dans du qualitatif et pas du quantitatif.
Précédemment, Claire a fait référence à une étude, précédent programme de recherche qui était École Pomme, où nous avions enquêté auprès de 800 familles. Voilà. Là, c'était du quantitatif. Et dans les questionnaires sur les 800 familles, donc les gens déclaraient. Voilà. Là, dans l'analyse des pratiques, ça devient beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus intéressant. Avec les biographies, on rentre dans quelque chose de très approfondi, puisque en réalité, on réalise un entretien, donc qui peut se faire à l'oral, et la plupart des entretiens, je les ai fait faire aussi à l'écrit. Et les personnes donc ont rédigé sur plusieurs semaines avec des échanges par courrier électronique avec moi, et donc ont eu le temps, bien évidemment, de revenir sur toute leur vie, en réalité, et en particulier les langues dans leur vie. Donc, cette analyse des biographies langagières, en fait, elle permet de répondre à des questions comme quelles pratiques les individus au contact de plusieurs langues déclarent-ils, justement, et aussi quels discours ils tiennent sur leur vécu sociolinguistique et le développement de leur plurilinguisme, mais aussi sur les identités qu'ils vont développer ou revendiquer, ou encore sur les difficultés qu'ils ont eues à apprendre, etc., ou pourquoi ils ont abandonné telle ou telle langue. Alors, le premier point, assez intéressant. Donc, une fois qu'on a un corpus très, très impressionnant, on fait une analyse de discours, de contenu et une analyse de discours. Et on essaie de voir quelles sont, bien évidemment, les récurrences. Qu'est-ce que c'est qui revient? Une des choses qui revient, c'est tout d'abord le fait que, quelquefois, c'est grâce à l'entretien ou à l'écriture que les gens prennent conscience, en fait, de leur plurilinguisme. En tout cas, ils sont tous conscients du multilinguisme sociétal. Et ce multilinguisme, cette grande richesse linguistique de la société, et en particulier à Nouméa, ils ne la voient jamais comme un problème, mais plutôt comme une richesse. Les acteurs sociaux, donc je le disais à l'instant, se déclarent en tout cas souvent tous plurilingues. Et nous allons justement écouter un premier exemple. Originaire d'un pays multiculturel, j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi un maximum de langues différentes. Je pouvais entendre au sein de ma famille des mots en négoné, en wallisien, en javanais, parfois même en tahitien. Grâce à ma licence, beaucoup de langues kanak se sont offertes à moi, comme le khalachu, le hadjeu, le tayo. La multitude de langues que contient mon pays me rend fier, même si je sais que certaines d'entre elles sont en voie d'extinction, voire même ont complètement disparu. Ajoutons à cela mes amis vanuatais, avec qui j'adore essayer de m'exprimer en bichlama. Ajoutons à cela le fait que les médias, tels la radio, diffusent en abondance des musiques venant de tout le Pacifique, que ce soit du fidjien, du salomonais, du maori, etc. L'apprentissage de toutes ces langues et même le fait d'entendre toutes ces langues ont accru mon amour des langues. Le deuxième point qui était assez saillant donc, à la lecture de ce gros corpus, c'est, Claire en a parlé tout à l'heure, la tendance qui est celle de la rupture de transmission des langues océaniennes, donc au profit, bien évidemment, du français, d'une langue dite nationale ou dominante. Mais dans le même temps, même s'il y a cette rupture de transmission, les locuteurs, néanmoins, affichent ou affirment la nécessité des langues de la famille, et en particulier donc des langues océaniennes. Autre point important qui apparaît, c'est le lieu de naissance. Assez rapidement, en fait, dans l'entretien ou dans la biographie, sans que je pose absolument pas la question, le lieu de naissance donc, vient comme un élément presque déterministe, en tout cas déterminant, dans la définition de l'identité de la personne, mais aussi donc dans la construction de son répertoire plurilingue et donc dans les compétences qu'il peut développer, en particulier pour ce qui concerne les langues kanak. Voici ce que nous explique Hélène.
Je m'appelle Hélène et je suis d'origine kanak. Certaines personnes, tout comme moi, ont des représentations sur certaines cultures, dont la mienne. Pour certains, un kanak doit connaître ce qu'est la coutume et parler une des langues kanak selon son origine. D'autres, ce genre de choses ne sont pas des caractéristiques propres à cette culture. Si l'on se base sur la coutume, de par mon nom, je suis originaire des îles. Ma mère s'est mariée avec un marais et doit vivre à Marais, chez son mari. Pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas grandi dans les îles, mais dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Quand je suis au nord, on me dit « Eh, voilà la fille des îles !» Et quand je suis à Marais, le contraire se passe. « Eh, voilà la fille du nord !» Je suis en effet entre deux mondes, même si je sais que je suis kanak. Ce qui personnellement me suffit comme identité. Et le fait de ne pas parler ma langue paternelle ou maternelle accentue cette situation. En effet, je pense que dans la culture dans laquelle je suis né, savoir parler une langue kanak, sa langue maternelle ou paternelle, est un signe identitaire de reconnaissance ou d'appartenance à un lieu ou à un clan. Et j'ai conscience que parler une langue ou plusieurs te permet d'avoir une ou plusieurs identités. Cette définition identitaire par le lieu d'origine, le lieu de naissance ou le lieu de vie peut être mal vécue ou vécue comme une assignation identitaire. Il y a toujours un problème avec son origine ici. T'arrives d'où? Toi? Tu viens d'où? Puis t'es qui? Ça doit venir des îles. Et toujours la même histoire de légitimité. On dirait qu'il ne peut y avoir que deux possibilités. Être né sur cette île ou être né ailleurs. Je crois que c'est un des premiers sentiments que je ressens vis-à-vis du pays. Ce fossé immense qui existe entre être là et naître là. J'ai souvent menti. J'ai souvent dit, ouais, bien sûr, je suis né à la clinique, Magnin, Nouméa, pour simplifier. C'est rien d'autre qu'un mot de passe. On te pose moins de questions. C'est un extrait peut-être que vous aurez reconnu, c'est la première page donc, du roman de Vincent Vubert. Alors, contre donc, cette double assignation identitaire, je disais, ce qui est assez intéressant, c'est justement la façon dont les acteurs sociaux ici, plurilingues, vont essayer de donner à voir, ou en tout cas de revendiquer une identité plurilingue complexe. Dernier exemple, voilà, donc d'une biographie qui a été écrite. Donc l'étudiante était à Nouméa au moment de l'écriture, et elle était d'ailleurs au niveau du lieu, précisément entre Koné et Nouméa. Et elle écrit d'entrée « Mes langues révèlent qui je suis. Je suis française, j'habite à Koné, je suis d'origine indonésienne et kanak, je suis musulmane, je suis professeure d'anglais. » Avec donc un schéma, une magnifique illustration. Alors, je n'ai pas le temps de définir, mais à partir du schéma, il y a toute une théorisation de la façon dont elle explique justement ces rapports aux langues, avec donc des langues proches et des langues plus éloignées. Donc nous l'avons vu, les usages langagiers sont caractérisés à la fois, comme Claire l'a montré, par des phénomènes de métissage et d'hybridation, dans lesquels on va retrouver une véritable culture de l'alternance, qui résulte donc du contact entre celles-ci qu'on observe en milieu urbain, puisque c'est vraiment la caractéristique du milieu urbain, le contact entre les langues, et des phénomènes, comme l'a montré Véronique, d'appropriation, de composition, de recomposition des acteurs sociaux, qui sont également des caractéristiques propres au milieu urbain. Alors, ce ne sont pas les géographes ou les anthropologues de la salle qui vont me contredire. Le milieu urbain, c'est une des caractéristiques et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est un lieu vivant, mouvant, dynamique et qui est donc
où on a des circulations, des compositions, des recompositions, je le disais, perpétuelles. Et la ville, en tant qu'objet sociolinguistique, ethnomusicologique ou anthropologique, y apparaît donc comme profondément complexe du fait de ces dynamiques, du fait des différentes mobilités des populations qui l'habitent. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre étude, on préfère parler plutôt de processus d'identification pour essayer de montrer justement cette dynamique plutôt que d'identité qui est un peu enlisée et figée sur quelque chose de plus fixe. Alors, il s'agit donc, dans le projet d'étude, justement, d'envisager cette dynamique à travers les pratiques langagières. On en a vu quelques exemples, en fonction également de la configuration spatiale de la ville. Et il nous a semblé intéressant donc d'essayer, comme Claudine Moïse le dit, de photographier en mouvement les pratiques langagières des acteurs sociaux. Vous le savez, la langue est indéniablement un rôle identitaire. Et on en retrouve également ici des exemples à travers ce qu'on a appelé les mots de l'urbain, donc des tags notamment, et on a plus focalisé sur les tags que les graffitis, notamment pour cette présentation. Alors 2 petits exemples ici que vous reconnaîtrez bien, donc Harachu, ou encore le quartier donc RS, ou alors 125, 125, qui donc représente les 2 lettres de River Star ou de Rivière Salée. Une des particularités donc de ces tags que l'on va retrouver sur plusieurs supports, partout en contexte urbain, donc sur les abribus, les murs, les trottoirs, les poteaux, les marches, les tables, les rideaux de fer des magasins, les cars, les tableaux électriques, mais aussi sur des matériaux plus naturels comme des cocotiers, des bambous, etc. Donc ce tagging est omniprésent dans la ville et illustre justement cette logique d'identification. La plupart de ces tags vont suivre une forme plus ou moins standard, où on va y retrouver la personne qui a réalisé ce tag, le créateur, qui va parfois utiliser un surnom très souvent, ou du verlan. On va retrouver le nom d'une aire coutumière, comme on l'a vu précédemment, ou alors d'une tribu, le nom d'un quartier, d'un logement social éventuellement, d'un surnom, etc. Et on va demander à Simone de nous prêter sa voix à nouveau. Le tag, c'est une façon de marquer son territoire, à quelle bande on appartient. C'est qui nos grands frères? Quand on voit ça, les gens ils nous identifient déjà. Ils savent, il y a qui dedans? Il y a Nax, Tans, toute la bande du quartier, juste avec le chiffre 13. Les tags, c'est une façon de dire qu'on n'est pas tout seul, de dire qu'on appartient à un collectif, à une bande, qu'on a des gens derrière nous, qu'on fait partie d'un groupe. On marque aussi l'appartenance à son quartier, des fois à sa tribu, à son aire coutumière. On retraduit en fait ce que l'on est, à quel secteur on appartient. Ce n'est pas simplement un graphe comme ça sur un mur. On fait quelque part quelque chose. C'est-à-dire que les jeunes, ils ne sont pas assez entendus. On ne prend pas assez en compte ce qu'ils sont. C'est un fait social qui dit ça. Pour dire, nous on est ça, on représente ça, on est là. Donc les personnes qui taguent, qui sont principalement des jeunes nouméens, vont en taguant s'inscrire dans un réseau. Et ce propos de Hailey l'illustre bien. S'inscrire dans un réseau et également montrer, et c'est ça qui est intéressant, différents types d'appartenance. Alors par exemple, sur ce tag ici, vous avez donc le surnom de la personne ici qui a tagué. Et puis, en dessous, vous avez le nom de la tribu à laquelle la personne appartient, donc ici avec le phénomène du verlan, Stouli pour Saint-Louis, et en dessous, le quartier où la personne réside et où ça a été tagué, donc Rivière Salée, RS. On retrouve donc une logique d'appartenance multiple à travers ces pratiques littéraciques
d'identification. On a également l'utilisation de différents symboles, comme par exemple ici ce graphe qu'on a sur une des tables de l'université, avec donc Amui ici en tahitien qui signifie se rencontrer, là ici la référence au drapeau polynésien, et puis différents symboles comme ici les croix de Wallis ou encore ici une flèche fêtière. Donc la ville autorise, à travers, enfin les acteurs sociaux plutôt, se reconnaissent dans différents lieux, s'approprient différents lieux à travers ce genre de pratique. Et on a aussi une utilisation, une appropriation multiple qui se retrouve à travers les pratiques langagières. On va ici écouter un extrait de Hilary qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Ka mamanyang tamo poya nepu ka domo kutio. Oui, mon papa il est originaire de Lifou, il parle le djého, et ma maman qui est originaire de Poya, elle parle le boato, et du coup on a grandi avec ces deux langues à la maison. Mais je pense que si j'aurais grandi à Lifou, j'aurais été beaucoup plus proche de la langue djého que de la langue boato, parce que ma mère déjà elle n'aurait pas trop eu l'occasion de parler avec. Du coup j'aurais moins entendu, et puis moi-même j'aurais eu moins l'occasion d'aller là-haut en brousse. Et si j'avais grandi à Poya, ça serait pareil, mais du coup de vivre à Nouméa, j'ai eu les deux langues en même temps, du coup il n'y a pas. Enfin, maintenant, pour moi, ces deux langues, elles ne sont pas en concurrence, elles font partie de moi, et puis voilà quoi. C'est moi. Donc j'ai trouvé cet exemple très intéressant puisque la ville est souvent dénoncée pour être un lieu, alors qui va soit être glottophage, aspirer les langues, mais aussi qui va être le lieu anonyme en termes d'héritage et de transmission, notamment culturelle. Et l'exemple ici est particulièrement riche puisqu'il montre que la ville autorise aussi à se sentir appartenir à différents lieux. Un dernier exemple maintenant que Simane va nous rapporter. Moi, des fois, je dis que je suis d'ici, des fois du Vanuatu. Ça dépend. C'est qui me parle. Je me sens calédonienne. Je suis née ici. J'ai grandi à Nouméa. Mais d'un autre côté, je suis différente. Je suis du Vanuatu, même si je ne connais pas trop là-bas. Merci. Donc, un dernier exemple là, qui était pour illustrer justement les différents processus d'identification qui sont pluriels et multiples, qu'on retrouve dans les pratiques langagières, dans les pratiques littératiques à travers les tags et aussi dans les pratiques musicales. Cette pluralité des ancrages et des appartenances, au même titre que la conscience du multilinguisme, comme l'évoquait Véronique tout à l'heure, est aussi exprimée par les artistes et principalement par les musiciens, chanteurs, slameurs. Dans ce processus dynamique, comme l'a dit Leslie et comme l'a évoqué aussi Claire tout à l'heure, les acteurs sociaux qui sont installés ou qui viennent s'installer à Nouméa sont arrivés avec leur musique, avec leur répertoire de chants en langue d'origine qu'ils interprètent ou qu'ils interprétaient ou qu'ils interprètent encore aujourd'hui, ou alors parfois ils se sont attelés à redécouvrir, à aller chercher le répertoire musical de leurs parents, le répertoire musical de leur famille, de cet espace d'origine qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils remettent au goût du jour, qu'ils réinterprètent et qu'ils valorisent. Donc bien souvent, ce qui émane des entretiens, c'est que les musiciens sont dans un entre-deux, ils se situent dans un entre-deux, ils essaient à la fois de préserver les langues et traditions spécifiques à leur région dite
et de l'autre, aller piocher dans les répertoires. Ils vont aller piocher dans les répertoires pluriels des différentes communautés qui vivent dans le quartier et recomposer de nouvelles interprétations à partir de ce que chacun peut apporter, comme l'évoque cet extrait d'un entretien avec un musicien de la vallée du Tir. Pluralité des ancrages, des appartenances. Moi, j'ai grandi à la vallée. Mes parents m'ont toujours parlé d'ouvert. Ils ont voulu me transmettre l'éducation des vieux du pays, mais j'y suis jamais allé. On faisait le travail coutumier ici à la vallée. J'ai toujours gratté le youk avec la bande dans le quartier. C'est comme ça que j'ai appris avec le kouz. On y chantait le iaï, le faga, le djéou, le négoné, le wallisien. Et donc, bien que les musiciens se sentent d'ici, de Nouméa, d'ici et d'ailleurs, bien souvent, quand il s'agit de catégoriser leurs pratiques, les représentations sont souvent partielles et cloisonnantes, au même titre que, comme l'évoquait Claire tout à l'heure, celles sur les langues kanak qui sont cantonnées à un espace géographique d'origine et qui donc sont finalement partielles par rapport aux dynamiques musicales et linguistiques qui entrent en jeu, puisqu'elles cantonnent à un territoire d'origine, mais pas seulement à un genre, à un style musical, sans tenir compte de ce jeu de recomposition plurielle, comme l'évoque ici Paul Oamo, qui a le sentiment qu'on cherche systématiquement à le mettre dans une case. Je suis né à Lifou, mais j'ai grandi à Nouméa, et plus précisément à Rivière-Salée. Souvent, quand on me pose aujourd'hui la question de l'identité, on me fait souvent rentrer dans une case parce que je suis kanak. On dit souvent Paul Oamo, poète, kanak, votre identité, votre langue. Vous sortez de la forêt, vous sortez de quel arbre? Vous sortez de... Donc une pluralité d'ancrage qui est exprimée par les slameurs et les musiciens et bien souvent par les artistes, et aussi une pluralité des usages. Alors dans ce contexte de plurilinguisme et d'hétérogénéité urbaine, comment est-ce que les musiciens arrivent à faire de la musique ensemble? Ce qui caractérise les productions musicales, c'est le processus d'hybridation à divers égards, tant sur les plans linguistiques que sur les plans mélodiques, sur les plans de l'orchestration, des arrangements, les instruments qui vont être utilisés, etc., etc. Dans le corpus que nous avons à analyser, le plus souvent, ce sont les langues océaniennes qui sont mises en avant, qui sont chantées, comme dans cet exemple en langue tahitienne. Les langues océaniennes dominent très largement le corpus musical. Parfois, les langues s'enchassent, comme dans cet extrait dans cet extrait de Paul Oamo et de Tevita, où le wallisien et le djéhou sont en dialogue, et je vous propose d'en écouter un très court extrait. Te imagino, te terminé. Na tunela embache si puya ning, me agacha cero chedini. Vaca malope, que tu a tu me apuli.
Kia. Voilà, donc les langues océaniennes dominent très largement. Les langues océaniennes s'enchassent, dialoguent entre elles au sein d'une même interprétation. Elles peuvent aussi être alternées avec parfois les langues océaniennes ou les langues kanaks qui dominent avec quelques mots, quelques phrases en français, ou parfois c'est l'inverse. C'est le français qui domine plus largement, avec parfois des ponctuations en langue océanienne et parfois un mélange de langues beaucoup plus large. Voilà. Pour finir, on vous propose d'écouter un titre de Paul Wameau, voilà, qui illustre assez bien cette alternance entre langues, et puis surtout qui parle de la ville nouméenne, notre terrain de recherche. Un court extrait donc. Qui me sert cette ville pleine de monde qui tourne en bande autour d'une autre bande. Et ça roule, ça se croise, ça s'arrête, ça attend et ça achète. C'est vivant et ça parle et ça s'en va et ça revient du travail. Ça bouge, ça circule et ça... Et puis ça tourne en rond autour de la ville. Cette ville qui me tient, qui me sert. Cette ville pleine de gens qui tournent tout seuls, tout autour, d'entre seuls. Et ça roule, ça plane, et ça picole, ça clocharde, c'est rempli. Ça rigole, et ça s'engueule, et ça s'en va, et ça revient de l'école. Ça bouge, ça circule, et ça... Et donc, sur cette presque conclusion musicale, j'aimerais vous rappeler donc quelle a été notre démarche. On a voulu vous présenter une partie des résultats d'un programme de recherche qui était de grande envergure. Ce programme de recherche s'intéressait aux langues, et aux langues dans Nouméa en particulier. Aujourd'hui, à travers essentiellement des pratiques artistiques et des pratiques déclarées, on a essayé de vous montrer des choses plutôt positives sur ce que les langues nous disent de la richesse culturelle, de l'ouverture que permet la ville et que permettent les rencontres des langues, des cultures au sein de la ville, ou peut-être que la ville permet ces rencontres, ces échanges, et ainsi de suite. Là, on a fait le choix de vous faire une présentation positive. On n'occulte pas qu'il y a des fois des choses qui sont moins positives, et avec, par exemple, des vécus beaucoup plus douloureux, ou alors des phénomènes de resserrement micro-communautaire. On n'a délibérément pas montré ça ce soir. Voilà. Notre programme, qui se veut linguistique, sociolinguistique, anthropologique, croise toutes ces données-là avec la musicologie et l'ethnomusicologie, parce que les artistes, dans leur construction, dans leur production de messages, mettent en mots de façon peut-être plus lisible, plus audible, ce que les jeunes gens ou les moins jeunes gens vivent et expriment à travers leur langue. Et puis, donc, je l'ai annoncé tout à l'heure en début de conférence, nous avons déjà un petit peu débordé, en fait, nous avons été débordés, on va dire, par notre objet, et puis par l'enthousiasme à faire ce travail donc, véritablement interdisciplinaire dans une démarche qualitative.
On l'a évoqué, je le redis, les étudiants ont largement participé aussi à nos travaux. Et donc, nous aimerions en réalité poursuivre. Alors, on a quelques pistes qu'on vous donne, justement. D'élargir l'interdisciplinarité à la géographie, pour travailler peut-être plus spécifiquement dans certains quartiers, notamment dans les squats. Ensuite, donc, on aimerait bien aussi encourager les recherches des étudiants qui sont, donc je l'ai dit, très largement plurilingues au département de lettres, langues et sciences humaines de l'université, avec donc en plus pour la rentrée prochaine l'ouverture d'un master pluridisciplinaire. Donc nous avons pour certains étudiants qui n'auraient pas de sujet, pas mal de pistes de recherche. Et pour finir, on aimerait bien aussi ouvrir cette recherche interdisciplinaire à une recherche sociale impliquée, à savoir que nous avions lancé d'ailleurs un appel en début de programme à la radio, donc nous relançons l'appel, à savoir que s'il y a des personnes, voilà, artistes, associations, etc., qui souhaiteraient valoriser ce qu'ils font comme action et travailler avec nous, nous serions très heureuses de pouvoir poursuivre donc une collaboration avec, plus serrée avec les acteurs sociaux. Voilà. Et puis, donc, on laisse la parole pour terminer à Simane qui va nous faire une improvisation. Apa kabar? Il y en a 2 ou 3. Tu ne comprends pas ce que je dis, public de Sisia? Saya bisa bahasa Indonesia. Si tu ne comprends pas, c'est que ma bouche joue une mélodie d'un pays qui vient de l'Indonésie, qui parfois la nuit me donne des beaux rêves tellement les filles là-bas sont jolies. Ou parfois insomnie, dédicace à un côté de la Papouasie. Public de Sisia, tu ne comprends pas? Je peux peut-être essayer de vous parler en biche lama. You savez finis. En français, on traduit par « tu sais déjà » ou « tawi blomi ». Non. En français, bien mon beau-frère à moi. À vol d'oiseau de Nouméa, 35 minutes, je crois. Tu arrives là où on est habitué à boire du cava, à la louche. Bon, ça va, même si tu ne sens plus ta bouche. 45 minutes, vol d'oiseau, je crois. Tu passes par Ouvea. Taudoni Makatu, pour dire tata. Et tu atterris là où je voudrais vous emmener, chez moi, au district de Gaïcha. 3, 2, 1. Abozouse. Ameni ke simana. Et api fi ameni ningeni de. Et ni api khwada koi eo me eo eshele. Ni ko chaman. Ni ko dadin loihe. Sholomek sheitu uze tu isile. Ko la dij eo ale. Kwa me ke khwa sile de. Kwa me ke ni pi hulwa shile de. Ngo koyeni asia. Oleti malosi ofa. Thank you Thomas. Terima kasih banyak. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Je veux juste savoir quelle place cette diversité linguistique a-t-elle dans le destin commun? Alors, je propose qu'on revienne un prochain pour répondre à la question, parce qu'il va nous falloir un an de plus pour essayer de problématiser. Oui, c'est une très très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, comme disent les hommes politiques, pour gagner un petit peu de temps. C'est vrai que dans les biographies langagières, même dans le questionnement sociolinguistique, voilà, régulièrement se pose la question
Oui, du vivre ensemble aussi, c'est-à-dire quelle acceptation on a de la diversité linguistique et culturelle. Mais ça questionne aussi les représentations, à savoir qu'on peut avoir, on l'a eu, on l'a rencontré. C'est Claire qui a aussi travaillé sur Facebook. On l'a dit, on ne l'a pas évoqué ce soir, mais on a vraiment un recueil de données extrêmement riche, extrêmement hétérogène. Et quelquefois, dans les débats assez houleux politiques, en fait, on dit souvent, ou on prend comme élément qu'on ne peut pas vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie parce que on ne peut pas se comprendre. Il y a trop de langues. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une représentation tout à fait erronée. Il y a la question aussi de la politique linguistique, on va dire, et notamment éducative. Bon, les choses ont un petit peu évolué depuis l'accord de Nouméa, avec pas mal de contraintes complexes, institutionnelles, là aussi des résistances idéologiques, etc., qui font que peut-être l'enseignement des langues kanak à l'école ne répond pas tout à fait à la question du vivre ensemble, même si justement au départ, puisque moi j'avais eu la chance de participer à la première recherche sur l'introduction des langues kanak à l'école avec Claude Lacary et Jacques Vernaudon, parmi les finalités de l'introduction, il y avait bien ça, la finalité politique, mais politique au sens du vivre ensemble. Voilà. Donc il y a eu entre-temps le programme de recherche École Pomme. Et Claire et moi avons mené des enquêtes entre 2009 et 2011, prolongées jusqu'à 2012. Je l'ai évoqué ce soir, l'enquête quantitative auprès des 800 familles montre en fait que les familles plurilingues sont systématiquement très ouvertes à la diversité linguistique. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Elles sont très ouvertes à la question de l'introduction des langues kanak et au contraire, elles étaient même en demande de questions, etc., etc. Après, dans la réalité, comment ça s'est fait, notamment en province sud, voilà, il faudrait peut-être imaginer d'autres pistes d'action, d'autres pratiques pédagogiques. Claire et moi avons proposé une éducation au plurilinguisme à travers l'éveil aux langues, par exemple, qui a été évalué un petit peu partout en Outre-mer, qui est très, très, très bien reçu par nos enseignants. Alors là, c'est Claire qui en parlera le mieux, qui a la plus grande expérience, puisqu'elle fait régulièrement le tour de Calédonie et qu'elle construit depuis de nombreuses années des outils d'éveil aux langues océaniennes avec les enseignants. Voilà. Donc l'éducation, l'éveil aux langues, c'est pas apprendre toutes les langues. Non, c'est vraiment éduquer au vivre ensemble, à l'altérité, à la compréhension, à l'ouverture aux cultures, à travers des jeux, des activités, des chants, etc., etc. Au programme de recherche duquel nous parlons aujourd'hui, la question de la diversité des langues dans la ville et le vivre ensemble, c'est quelque chose qui peut être une nouvelle piste, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on a pressenti comme devant être creusé. Parce que les pratiques urbaines, quelle que soit la communauté d'appartenance, les pratiques langagières se ressemblent. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose avec ses langues, quelles que soient ses langues. Et donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une composition, d'une recomposition identitaire, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui permettrait l'hétéro-identification. Et là où on doit creuser plus loin, c'est essayer de comprendre pourquoi et comment on en revient toujours à sa micro-communauté d'appartenance et qu'on n'arrive pas à s'intégrer dans une communauté élargie de référence. Mais ça, c'est un prolongement, d'où notre volonté de continuer jusqu'en 2017, pourquoi pas plus loin encore, le programme de recherche. Bonsoir et merci de votre intervention.
Je suis un peu à côté de la question aujourd'hui parce que je me suis basé sur l'enseignement que quelqu'un a déjà tenu auparavant des propos. Je voudrais saluer le travail qui est fait. C'est un travail titanesque avec la multiplicité des langues en Calédonie. Moi-même, j'ai perdu la langue cognée. Savez-vous pourquoi on s'appelle Nouméa? Parce que c'est une île cassée. Nous, c'est île. Méa, cassée. Voilà. En guise de boutade. Comment dit-on, Andréou? Merci. Je vous pose la question. Oleti Achakwat. Donc, pour nous adultes, il n'y a pas de problème d'apprentissage de langue. Il y a surtout les facilités par la rencontre culturelle. Vous parlez de la musique, des chants et autres, aussi Ania ou Kanak. Je crois que ce sont des rencontres fructueuses. J'ai ma famille mariée à Wallis, je me barangouine un peu le wallisien. Je suis natif de Marais, je ne parle pas du tout le Marais. Je comprends mieux le Lifou, le Dréou, pardon, que le Marais. Mais il me suffit bien souvent d'être en famille et j'arrive à suivre une conversation sans pour autant répondre. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est encourageant, mais quel travail? Quel travail dans le sens où nous, Kanak, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Je suis déçu de le constater aujourd'hui. Il n'y a aucune structure. J'ai intervenu plusieurs fois au Sénat coutumier, car ce n'est pas à l'école. À l'école, je suis désolé, on va pour se perfectionner, pour créer, apprendre toute l'intelligence pour pouvoir ensuite aller soit dans les universités, soit dans les facultés. Ce n'est pas à l'école, au collège, tout au moins au lycée, de faire ce travail. C'est au Kanak par eux-mêmes, par le biais du Sénat coutumier, les aires coutumières et la famille, de créer des structures. Tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours problème. Et il y aura une différence, parce qu'il y aura une préférence de Dréou, de Marais ou autre. Je ne suis pas du tout jaloux, mais tant mieux. Mais quand je vais à Lifou, faire la coutume, on me parle en Dréou. Et quand le geste coutumier est terminé, on a la langue française qui est une langue universelle. Bien souvent, on dit, c'est péjoratif de dire, c'est la langue de communication. Je suis français, je dis, c'est une langue universelle. Et à ce moment-là, on est poli dans la coutume, on transmet les paroles qui ont été dites dans la coutume en français. Pour en venir un peu à mes propos sur l'enseignement, qu'on enseigne les langues à l'école primaire, en première et en seconde, la seconde, jusqu'à l'âge de 13 ans, mais non d'une pipe, qu'on n'apprenne pas, qu'on ne surcharge pas les enseignants avec les langues. Il y a d'autres structures pour ça. Les Chinois qui sont récemment installés et les Vietnamiens le font. Pourquoi ne le faisons pas nous? Vous avez le mérite, mesdames et messieurs, de prendre la tâche, de lancer, de faire un jet. Mais hélas, ce jet, est-ce qu'il sera réceptif? Voilà. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Claire disait tout à l'heure que ce soir, nous voulions en fait passer un message positif, hein, puisque les choses ne sont pas toujours positives. Nous pensons, école ou autre, qu'en réalité, c'est à la fois les institutions et puis tous les acteurs sociaux qui sont impliqués dans la valorisation des cultures et des plurilinguismes. Donc je pense que si l'école était quand même un petit peu plus ouverte à la diversité linguistique et culturelle, ça n'empêche pas que c'est toute la valorisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire, les parents au sein des familles, les amis entre eux, etc. En général, les jeunes sont quand même plutôt bienveillants, on va dire.
Mais oui, dans les témoignages, dans les données qu'on a recueillies, il n'y a pas forcément toujours une bienveillance à l'égard des pratiques langagières. Donc, un premier point d'action serait ça, c'est de lancer un message et de nécessiter que les institutions, même si elles ne travaillent pas à œuvrer, au moins soient un petit peu plus bienveillantes. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour votre travail, que je trouve vraiment passionnant. Voilà, on a animé aussi avec des jeunes il y a quelques mois une émission de radio où on avait une petite chronique sur l'expression populaire des jeunes ici à Nouméa. Ça s'appelait Qu'est-ce tu me baves. J'invite les gens, si ça les intéresse, à aller voir aussi sur la page YouTube Qu'est-ce tu me baves. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de langues dans notre pays, en ville, c'est ce qui fait la richesse du pays. Il y a aussi une langue, donc on a beaucoup parlé des langues vernaculaires ou des langues d'origine, mais c'est vrai qu'il y a une langue aussi ici c'est le parler calédonien, le parler populaire calédonien, avec beaucoup d'expressions locales. C'est une grosse base de français bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'apports d'autres langues, etc., et d'expressions locales qui ne sont plus françaises aujourd'hui. Enfin, on l'entend comme on l'entend. Je voulais vous demander si, voilà, dans un futur lointain, vous pensez qu'un jour on aura un phénomène de créolisation, je ne sais pas si c'est exact, ou je ne sais pas si on peut parler de ça, ou si vous pensez que dans un futur, ici en Calédonie, un jour on parlera, peut-être comme aux Antilles ou à La Réunion, on aura un parler populaire qui sera une grosse base de français, peut-être, des apports d'ailleurs, et on aura notre langue à nous. Voilà, je dis une petite question comme ça. Merci. Ce français calédonien, local, peu importe la dénomination qu'on utilise, kaya, mélangé, il existe déjà. Il existe déjà. Il est déjà là. C'est aussi l'un de nos projets de publier un ouvrage où on décrirait davantage, cela dit, les pratiques donc, de ce français, enfin des Français, puisque nous on fait l'hypothèse qu'il n'y en a pas un seul. Et qu'on parle plutôt de français au pluriel. Donc à la richesse linguistique des langues océaniennes et des langues de la région, il faut bien évidemment, oui, ajouter la question des variétés de français qui cohabitent en Nouvelle-Calédonie. Alors, quand est-ce qu'on arrivera à un français calédonien ou à un calédonien totalement autonome, comme peut l'être le français canadien ou comme peut l'être le bislama, comme créole ou les créoles que vous avez cités? Ça, on ne peut pas vous dire et on peut pas. Mais clairement, il y a des traces ou en tout cas des indices forts de ce phénomène. Alors, on a parlé d'hybridation, c'est le prémisse avant d'entrer dans un phénomène de pidginisation qui aboutira à un phénomène de créolisation. Voilà, ce sont des étapes. Alors, dans quel siècle cela se produira, j'en ai pas la moindre idée, mais les étapes sont là. On observe, alors notamment pour les feintes, pour les blagues et pour tous les traits humoristiques, alors une grammaire très océanienne dans la langue française et beaucoup d'emprunts aux langues océaniennes qu'on n'observe pas dans d'autres situations de communication. Ou par exemple pour faire des blagues, on va prendre un mot, en tahitien, la bière se dit pia. Si vous êtes de Marais, c'est une invitation à danser, et si vous êtes un monsieur wallisien, vous ne le prendrez pas très bien. Et donc voilà, il y a plein de blagues qui tournent autour des emprunts lexicaux comme ça, et donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Et donc là, on voit dans les pratiques des jeunes des choses, des mécanismes qui se mettent en place. Ensuite, quand on tend l'oreille, alors en dehors des pratiques entre pairs, on voit que des choses commencent à entrer dans les pratiques élargies ou d'une société ou d'une communauté élargie. Quand est-ce que ça touchera toute la communauté calédonienne? Alors là, rendez-vous dans quelques années. Et puis, alors, Véronique l'a dit, hein, une des questions du programme, c'était justement d'essayer de documenter ces variétés de français. Et il est important d'utiliser le pluriel, puisque il en existe vraisemblablement de multiples. On pense au français caldoche, mais on a parlé du français kaya, etc. Et
voilà, quelles sont les dénominations qu'on peut donner à ces différentes variétés de français. Et je voulais justement rebondir sur ce qu'on disait dans notre conclusion, qui n'en était pas une. Quand on pensait à une recherche sociale impliquée, c'était par exemple avec des acteurs sociaux comme toi, Pablo, puisque tu nous as d'ailleurs... Merci, tu nous avais beaucoup aidé pour le programme de recherche. Et il me semble que c'est justement aux acteurs sociaux. Alors quand on dit acteurs sociaux, on sous-entend locuteurs, mais c'est pour justement donner une place une place aux producteurs. Donc ce serait un travail collaboratif qui serait particulièrement riche, notamment avec des jeunes urbains, pour essayer de nourrir et d'alimenter. Alors après, le danger, c'est qu'à partir du moment où on commence à transcrire et on commence à écrire certaines feintes, expressions, etc., forcément, elles vont changer et elles vont disparaître. Mais voilà, c'est ouvert. J'avais une question très courte. Je voulais savoir quelle était la place du taillot dans ce phénomène d'hybridation dont vous parlez. Est-ce qu'il est ultra localisé ou est-ce qu'on le retrouve comme une langue hybride en expansion? Voilà, c'était ma question. Merci. Donc le taillot, c'est un créole de base française qui est parlé essentiellement à Saint-Louis. Et donc en tant que langue créole, c'est une langue qui participe à l'hybridation ou au phénomène d'hybridation en général. Mais en dehors de la mobilité des habitants de Saint-Louis ou de la région de Saint-Louis, le taillot ne s'est pas répandu ou n'est pas en expansion géographique. Ensuite, sur le taillot lui-même, comment il est né? Voilà, là il y a plusieurs hypothèses, plusieurs théories. Et une théorie récente, c'est celle qu'on peut trouver dans les publications de Karen Speedy, qui est néo-zélandaise mais qui enseigne en Australie, à Sydney. Elle analyse dans une démarche pluri-interdisciplinaire. C'est pour ça que je l'évoque, parce que l'interdisciplinarité est vraiment extrêmement intéressante pour approfondir le questionnement et l'analyse, dans une approche interdisciplinaire qui est l'histoire, la sociolinguistique et la littérature. Voilà. Et elle fait l'hypothèse, en fait, que le taillot n'est pas né en Nouvelle-Calédonie, mais que c'est le réunionnais, le créole réunionnais qui est arrivé jusqu'à Saint-Louis. Pour répondre en partie à la langue taillot, vous avez une tribu pas loin d'ici qui s'appelle Saint-Louis, et on y parle. C'est d'actualité, on parle le taillot. L'origine du taillot en Nouvelle-Calédonie, notamment à Saint-Louis, est due au fait, au moment de l'arrivée des missionnaires, les gens de Balep, de Canala et autres sont descendus. Et de Tours, partout, sont descendus et se sont installés à la mission de Saint-Louis. Ils parlaient leur langue. Et pour se comprendre, ils ont fait un espèce de mélange de leur langue maternelle avec le français. Un exemple. Aujourd'hui, on va se diriger là, on va là. Ils vont dire, viens pour nous aller. Viens pour nous aller. C'est-à-dire, on va dans ce sens. Voilà. Et c'est une richesse. Je crois qu'il faut la préserver. Je dis ça parce que j'ai de la famille à Saint-Louis. Et vous allez là-bas, si vous n'êtes pas habitué à les entendre parler, vous êtes complètement paumé. Alors, il faut rester dans cette ambiance de taillot pour essayer de comprendre. Voilà, merci. Une autre question. Merci pour cet exposé sur les langues. Moi, je pense personnellement que vous avez un peu quand même oublié, je suppose que vous avez oublié, ou peut-être vous ne l'avez pas présenté ce soir, une référence quand même à l'histoire de ce pays, l'histoire coloniale de ce pays. Moi, je considère qu'on ne peut pas parler des langues dans une ville sans qu'il y ait un rapport
immédiat et total avec la physionomie de la ville, de l'organisation urbaine. Nouméa n'est pas du tout un exemple. Au contraire, c'est un rejet pour les Kanaks, notamment. Et vous allez dans le nord actuellement, sur le VKP, c'est la même chose. Et moi, je me suis toujours posé la question, étant donné que je suis architecte urbaniste, je regarde justement l'évolution de cette marque qui puisse se passer aussi bien dans la musique, dans les affiches, dans les tags. Moi, je considère qu'il y a une manière, du moins pour les Kanaks, je reviendrai vite sur les autres ethnies, pour les Kanaks, c'est une rébellion à travers des mots, à travers un repère de quartier, à travers des slogans. On le voit partout. Et justement, vous avez beaucoup parlé de Nouméa, avec juste raison d'ailleurs, pour dire il y a un langage au niveau de l'écriture qu'on voit partout, que vous avez présenté, mais c'est un langage urbain. Vous allez dans le nord, vous allez plus loin que dans le nord, aux îles, mais surtout sur la Grande Terre dans le nord, c'est un langage de rébellion, de rappel à la lutte. Et ça, c'est une référence, si vous voulez, à ce qui va se passer demain. Et j'ai compris pourquoi la question du destin commun a été posée tout à l'heure. Moi, je ne vois pas d'avenir là-dedans. Toutes les autres ethnies, effectivement, elles se révèlent justement par l'histoire que chaque ethnie a eue ici, qui a été, quand une ethnie est arrivée, c'était toujours un rejet de la société kanak. Les Kanaks, comment se sont exprimés? Vous le savez bien que jusqu'à la libération, l'ouverture du régime de l'indigénat, les Kanaks ne s'exprimaient pas, n'avaient pas le droit à la ville, n'avaient pas le droit à rien. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle se révolte. Elle se révolte pas avec les armes, avec des mots qui sont des armes, avec une musique qui est une arme, avec l'art, la peinture, la sculpture, etc. Et moi, je le revois toujours, effectivement, vous l'avez montré, je le remarque à Koné, puisque j'habite à Koné. Depuis 25 ans, je ramasse les affiches. Des affiches qui vont me dire peut-être un jour comment cette ville, elle se met en place et comment elle s'exprime à travers l'affiche. Et je constate depuis quelque temps, depuis 2-3 ans, on met toujours soit un enfant kanak, soit une femme, soit un jeune qui s'exprime par une... Et ça, c'est l'affiche qui ne vient pas des Kanaks, qui vient des Européens, pour faire une morale. Il y a une morale qui passe à travers cette affiche concernant l'alcool, concernant la santé, la malbouffe, etc. Par contre, dès lors qu'il s'agit d'une économie, on représente une belle femme française, opulente, pour les voitures, pour les bateaux, etc. Là aussi, il y a quelque chose à voir de près. Vous voyez, j'ai un constat complètement avec la société kanak. Les autres ethnies, pour moi, je ne vais pas être long là-dessus, les autres ethnies, en fait, elles sont diversifiées, elles parlent leur langue, mais on essaie de nous faire croire aujourd'hui que c'est un métissage avec la langue kanak. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas, ça. Effectivement, les Océaniens, ils ont eu une relation ancestrale, millénaire, entre les différents pays. Ça, on le sait très bien. Mais les Kanaks, ils ont une révolte à faire. Et l'objectif, c'est bien l'indépendance kanak. C'est ça qu'il faut voir aussi à travers vos recherches, qui est très bonne, hein, je reconnais, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il y a peut-être, excusez-moi de vous le dire, mais vous avez peut-être un manquement à l'histoire coloniale de ce pays. Ça, c'est intéressant. Et je vous rappellerai, que vous le savez certainement, lorsque Nidoïch Neslin a été mis en tôle avec Faute-Trelu, il y a quelques années, en 69, parce qu'il avait écrit dans la langue de l'Ifou. Et nous, lorsque nous étions à Paris, on mettait aussi des mots en langue kanak. Et on était tabassés par les flics.
Et ça a été la même chose en Calédonie, bien avant les événements. Il y a énormément de choses. Je crois que dans votre recherche, ce serait intéressant que vous ayez quand même un rapport sur cette histoire, cette différence qu'il y avait entre les ethnies, et surtout lorsque les Kanaks n'étaient pas du tout intégrés à cette ville. Et j'en terminerai avec la tribu dans la ville que nous avons construite il y a 2 ans et qui a été détruite au bulldozer à 5 heures du matin. Et toutes les cases, les 9 cases qui étaient là, qui représentaient les aires linguistiques, elles étaient toutes écrites dans les langues respectives de ces aires. Et aujourd'hui, la ville de Nouméa, comme à Koné d'ailleurs, le VKP, il n'y a aucune marque de la culture kanak, il n'y a aucune marque de la présence océanienne. Et c'est pour ça que les jeunes, dont vous avez constaté, essaient de se manifester, mais c'est aussi un danger pour les langues kanak, parce qu'elles sont en train de se perdre. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Oui, alors la présentation de ce soir à 4 voix plus celle de Simane en 1 heure, c'était pas forcément évident. Et donc on a été obligé de faire des choix. Et on l'a annoncé que ce soir on voulait énoncer un message positif et en même temps donner voix justement à ces jeunes et aux étudiants qui ont souvent un message précisément positif sur l'avenir du pays. Néanmoins, oui, dans le rapport de recherche que nous sommes en train de boucler, bien évidemment, il y a toute une partie, il y a pas mal il y a une trentaine, quarantaine de pages qu'on consacre bien évidemment à la question de la colonisation, de l'interdiction de la pratique des langues océaniennes, de l'imposition du français, avec la levée d'interdiction de langue kanak qui est quand même assez récente. Effectivement, j'ai eu récemment des échanges par courriel avec des collègues en France et ailleurs, sociolinguistes, dont un qui a publié un ouvrage il y a à peu près 1 an et qui disait « Ouais, il y en a marre des langues régionales. En gros, en France, vous exagérez tout le temps. Absolument jamais personne n'est allé en prison pour avoir parlé sa langue. » Voilà. Ben, j'ai dit si, excusez-moi. Voilà, donc j'ai envoyé un mail où j'ai redonné des noms, et notamment de Kanak, comme aussi Marie-Adèle Joredier me l'a raconté un jour que je mangeais avec elle à Nouville, en face la prison. Donc oui, bien évidemment. Alors, bon, on a un schéma ici qu'on doit affiner et intégrer dans notre rapport de recherche, qui est peut-être pas lisible, mais en réalité, il y a des phénomènes extrêmement complexes que l'on a donc analysés, que l'on a tenté d'analyser et de formaliser sous forme de schéma, où on montre en fait que à l'histoire coloniale qui a interdit les langues et à l'imposition du français, à la domination, à l'hégémonie du français, correspond donc à des normes sociales et scolaires qui, au passage, donc ont tendance à la fois à dévaloriser les compétences des élèves en français et à la fois à nier un petit peu les compétences qu'ils peuvent avoir dans les langues océaniennes. Malheureusement, on retrouve à l'échelle de la communauté ou de la famille un positionnement un petit peu ambivalent, à savoir que on valorise les langues, mais en même temps, on reproche souvent, notamment aux jeunes, de ne pas bien parler, de ne pas parler suffisamment, de ne pas parler le vrai djéou, etc., etc. Voilà. Et on se retrouve donc ensuite au niveau de ce qu'on appelle le groupe de pairs, avec des phénomènes assez complexes, notamment d'insécurité linguistique et identitaire. Voilà. Ah ben, on m'a dit que j'étais pas un vrai lifou puisque je parle pas le djéou. Oui, mais je suis quoi moi? Je suis pas lifou, mais je suis pas français non plus. Hein. Et puis si j'apprends le français, ben je veux pas bien le parler non plus parce que si je le parle bien, on va me dire arrête de parler comme un blanc, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des phénomènes, des rapports aux langues, des processus psychosociaux langagiers extrêmement complexes que l'on retrouve, que moi personnellement je retrouve depuis 15 ans que je fais des enquêtes sociolinguistiques en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la raison pour laquelle je redis que ce qui importe,
dans ce contexte extrêmement complexe, c'est que les acteurs sociaux, les élus, les politiques, les enseignants, etc., les familles aussi, voilà, prennent conscience de l'importance de développer plutôt une bienveillance linguistique à propos des pratiques langagières et plurilingues en général. Voilà, parce que un enfant plurilingue qu'on va laisser parler dans plusieurs langues, il a des chances de développer une identité affirmée, complexe, mais avec des aptitudes aussi extrêmement fortes. Moi, sur les 60 biographies que j'ai sélectionnées récemment pour la communication de ce soir, et pour une autre dans 2 semaines, puisque le département organise un colloque sur les langues océaniennes, c'est impressionnant de voir en fait que les étudiants qui réussissent à l'université sont tous plurilingues. Et ils ont vécu des choses difficiles, mais à un moment donné de leur parcours, ils ont rencontré quelqu'un, une situation favorable, etc., qui a fait qu'ils ont pu résister, ils ont pu s'approprier, aller voir d'autres langues, d'autres cultures, et petit à petit se construire donc une identité solide, complexe, voilà, qui les a menés justement à découvrir beaucoup de choses, à acquérir beaucoup de connaissances et à avoir, j'ai envie de dire, une altérité très très riche, une ouverture aux autres extrêmement riche. Et je pense que le plurilinguisme, si on le valorise, ça permet ça. Et du coup, on peut revenir sur la question du vivre ensemble. D'abord, merci pour vos interventions, mesdames. J'avais envie de rebondir sur le fait que le fait d'avoir plusieurs langues chez nous, c'est une situation qui est précoloniale. Et pour moi, ça a son importance sur le fait que ça me vient pas à l'esprit qu'on se créoliserait, à moins d'inventer une autre langue complètement hybride comme le taillot de Saint-Louis. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, comme a dit la personne qui a parlé tout à l'heure avant moi, le fait de parler nos langues, en tout cas pour les personnes qui ont à peu près mon âge, ça fait partie de notre lutte. Là, je rejoins ce que disait la personne qui a parlé avant moi. Ça fait partie de la lutte, de notre reconnaissance en tant que peuple colonisé. Et je trouve que si nos langues persistent jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de cela. Parce que nous ne voulons pas mourir, tout simplement. Parce que pour nous, ne plus parler notre langue, c'est déjà une première mort. Une façon de mourir, quoi. On a déjà la culture du colonisateur, je vais parler comme ça, que je pratique, puisque voilà, je vous parle aujourd'hui dans cette langue-là. Donc pour moi, c'est comme si, oui, je lui montre que je suis capable de m'adapter, non seulement à sa langue, mais à tout ce que colporte sa langue, puisque c'est sa culture qui passe à travers sa langue. Mais que lui n'est pas capable de s'adapter au pays qu'il a colonisé. Moi, je vois les choses comme ça. Parce qu'il n'est pas capable de parler une langue, sauf une de nos langues, sauf les personnes comme vous qui sont spécialistes des langues. Moi, je ne sais pas si vous parlez une de nos langues, facilement, aisément, ou si vous les étudiez seulement pour en faire des objets d'études, quoi. Hein.
pour gagner votre vie, je vais parler comme ça, parce que c'est votre passion aussi. Et bon, puis ça nous permet aussi de peut-être de... vous mettez en valeur nos langues, voilà. Mais nous, notre façon de mettre en valeur nos langues, c'est de les parler, que ce soit dans la ville ou chez nous. Moi, je viens du Nord, et dans ma famille, on parle toujours notre langue. Mais il est vrai qu'on constate qu'il n'y a plus cette... comme solution de facilité pour les enfants qui rentrent à l'école, j'ai remarqué que les parents, les jeunes parents, c'est-à-dire nos enfants, la génération de nos enfants, bien qu'il y ait des résistants encore un petit peu là-dedans, mais je trouve que, par exemple, dans ma famille, je trouve qu'il y a beaucoup de mes, par exemple, mes neveux ou qui en épousant, enfin, en fréquentant, par exemple, une Vanuataise ou une métisse tahitienne, c'est plus facile pour eux de parler en français que de leur parler, que de parler leur langue. En tout cas, quand ils parlent avec nous, les plus âgés, les parents, mais ils parlent encore la langue. Mais quand ils s'adressent à leur conjointe ou à leurs enfants, ils parlent le français. Et on a beau leur dire, mais utilisez votre langue, parlez votre langue, apprenez votre langue à votre épouse et à vos enfants, parce que c'est votre langue. Ce que vous parlez, c'est pas votre langue. Mais voilà, ils nous disent toujours, c'est devenu comme si c'est devenu une habitude, tout le monde fait comme ça. Bon, il y a quelques poches de résistance. Là, je vous parle du Nord, hein. C'est même pas Nouméa. Donc c'est que ça gagne aussi toute la Calédonie, hein, ce phénomène. Donc, voilà, pour parler un peu de comment ça fonctionne nos pratiques langagières aujourd'hui. Et puis je voulais aussi rebondir sur la créolisation des langues. Moi, j'ai toujours pensé, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui étudie les langues, hein, mais j'ai toujours pensé que pour que ce soit créole, par exemple, en Martinique, Guadeloupe, etc., c'est parce que ce sont des gens qui sont venus, qui ont été déracinés, ce sont des esclaves. Nous, on n'a pas été esclaves, on n'est pas esclaves. On est colonisés, mais on est chez nous. Être esclave, c'est carrément être déporté, comme voilà, les Africains qui ont été déportés en Guadeloupe, enfin dans les Caraïbes, quoi. Hein. Et du coup, comme c'est des gens qui venaient de toutes parts, quoi, de l'Afrique, ils ne parlaient pas la même langue. Et donc, ils étaient obligés de parler, en tout cas, au moins de s'adapter à la langue de leurs colonisateurs, pour les comprendre déjà, comprendre leur maître. Et puis eux, du coup, comme ils ne pouvaient pas parler... nous, on parle nos langues encore parce qu'on est chez nous. Mais eux, comme ils ne pouvaient plus parler leur langue parce que leur famille, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, de toutes les parties de l'Afrique ensemble, les pays de l'Afrique ensemble. Et voilà, ils se sont mis à parler, inventer une langue qui est le créole. Le phénomène de Saint-Louis, c'est un peu ce genre de... Pour moi, c'est un peu ce genre d'adaptation. D'adaptation, oui, voilà, pour s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas choisi, ils ne sont pas dit on choisit une seule langue et puis on essaie de la parler, même s'il y avait, parce qu'il n'y avait pas plusieurs personnes pour parler cette langue. Voilà, c'est dans ce sens-là que moi je comprends la créolisation d'une langue, ce qu'on appelle le créole. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon si j'étais un peu lent. Donc je laisserai Leslie vous parler du phénomène de créolisation, mais sur la question de la transmission. Donc comme dit, hein, ce soir nous avons réellement fait le choix de partir des résultats de notre programme aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui en ville. C'est vraiment un parti pris. Mais évidemment, le poids de l'histoire et toute la période coloniale et la période post-indigénat a créé des contextes ou a créé, d'un point de vue socio-linguistique, des conditions extrêmement défavorables pour les langues. Les répressions qui ont été organisées, alors on les a déjà évoquées tout à l'heure, ont conduit des générations de parents à avoir ou à entretenir des relations presque coupables à la transmission de leur langue.
En gros, si je parle ma langue, mon enfant échouera à l'école. Ce sont des discours que certains locuteurs ont intégrés. Alors, ce n'est pas le discours que nous tenons, hein, c'est les représentations qui se sont construites. Tant et si bien que voilà, mon conjoint est locuteur de sa langue maternelle. Tant qu'on est entre adultes, même moi qui ne suis pas native de cette langue-là, tout le monde parle dans sa langue. Mais il n'y a rien à faire, enfin, même moi qui suis une frani, il n'y a rien à faire, on parle tahitien. Les enfants entrent dans la salle, viennent manger, s'installent à table, plus personne ne parle tahitien, tout le monde parle français. C'est inconscient, c'est mécanique, je n'ai pas d'explication, mais voilà. Le résultat de l'histoire fait qu'aujourd'hui, mécaniquement, face aux enfants, les parents n'osent plus, ou certains parents n'osent plus parler leur langue. Deuxième phénomène, quand les familles ont fait souche à Nouméa, ou ont fait souche dans des centres urbains, où les langues se sont petit à petit moins transmises, ou ont petit à petit disparu des usages quotidiens des familles, on a des parents qui ne se sentent pas à l'aise pour parler leur langue. Et qui sont, alors des expressions des jeunes, qui sont honteux de parler leur langue parce qu'ils ont intériorisé le fait qu'ils ne parlaient pas bien. Et donc ces parents-là non plus ne vont plus transmettre. Et si les grands-parents ou les tantines, les tontons sont loin, eh bien, il n'y a plus de référent qui peut transmettre la langue. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de langue d'héritage, parce que ces langues-là n'ont pas disparu, ces langues-là ne sont pas étrangères, ces langues-là font partie de la culture et de la vie des Nouméens et des gens qui ne les ont plus en pratique. Mais malheureusement, voilà, c'est une partie de l'héritage qu'ils ne sont soit plus capables, soit qu'ils n'arrivent pas à réactiver. Et pour en revenir, alors je vais faire juste un tout petit bond vers l'école. Quand on est dans des situations où voilà, on a des parents qui n'osent plus parler la langue ou qui ne se sentent pas capables de parler la langue, on a des enseignants et des enseignantes à qui il faut rendre hommage, qui font l'effort, qui font un travail sérieux sur leur langue, qui ont un investissement total à l'égard des enfants pour réintroduire, pour transmettre la langue. Et en transmettant la langue, ces enseignants transmettent aussi des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui sont en lien, vous l'avez dit très bien, avec la langue et la culture, parce que la langue est le premier véhicule de la culture. Et donc, je vais laisser Leslie parler un peu du créole. Merci pour votre commentaire. Non, juste un mot sur les processus de créolisation dont vous parliez. L'impression que vous avez que il ne va pas se passer effectivement la même chose. Alors on ne peut pas savoir et on ne peut pas prédire. Je voulais simplement rappeler l'idée. Alors vous avez effectivement évoqué les créoles, notamment caribéens, avec les situations que vous évoquiez, donc d'esclavagisme. Moi, j'ai fait ma thèse sur le Bichlama. Donc, c'est un créole également. Il fait partie des 3 créoles mélanésiens avec le Tokpisin en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pidgin Salomon aux îles Salomon et donc le Bichlama au Vanuatu. Et là, on observe quelque chose de sensiblement différent et en fait qui permet de comprendre un peu le processus de créolisation au sens large, où en fait la créolisation émane d'une situation de domination. Et c'est en ce sens qu'on pourrait potentiellement l'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est dans un cas de domination du français sur l'ensemble des autres langues. Les créolisations, alors il y a différents processus, Claire évoquait tout à l'heure, on parle de continuum, puisqu'on a au départ une lingua franca qui devient un sabir, qui devient ensuite un pidgin, qui devient ensuite un créole. Et la différence entre un pidgin extensif et un créole est simplement le fait que le créole devient la langue première des locuteurs. Donc elle est transmise directement, alors que le pidgin est une langue seconde ou une langue troisième. Et les processus de domination, donc c'est une langue dominante sur un ensemble de langues qui ne sont pas intercompréhensibles, et donc de ce contact va émerger une langue de contact. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, les pidgins et les créoles. Alors après, je ne m'aventurerai pas à faire des projections sur la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est très complexe. Néanmoins, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec notamment la question de Pablo, qui se demandait si
les variétés ou une variété du français parlé en Nouvelle-Calédonie peut éventuellement devenir créole. C'est vrai qu'il y a des processus qui font néanmoins penser, alors peut-être pas créolisation, mais peut-être pidginisation. Ou, il y a des processus similaires, même si on ne peut pas effectivement en parler directement. Merci. Moi, je voudrais juste ajouter aussi, puisque votre intervention contenait pas mal des questions et des problématiques, sur la question de la rupture de transmission et sur le fait que les parents ont tendance à parler en français. Oui, ça c'est quelque chose que Sophie Barnèche avait noté aussi dans sa thèse qu'elle a publiée en 2005. Elle avait passé 3 ans à Rivière-Salée. Néanmoins, moi, dans les biographies donc, où j'ai sélectionné des gens particulièrement plurilingues, on voit des phénomènes assez intéressants où finalement la langue, quelquefois, n'est pas du tout transmise par les parents, mais par les grands-parents. Voilà, ça c'est un phénomène qui est très fréquent en fait quand les jeunes eux-mêmes donc parlent ou ont une très très bonne compréhension. Alors, la terminologie utilise locuteur passif. On n'aime pas du tout cette terminologie puisque quand on comprend, on n'est pas passif. Donc on va dire plutôt locuteur actif en compréhension. Mais en tout cas, il y a souvent, ce sont quand les familles vivent ensemble, ça existe encore, 3 générations dans la même famille, ou bien des séjours réguliers chez les grands-parents, etc., qui font que les plus jeunes ou moins jeunes, quelquefois 25-30 ans, ont développé des relations qu'ils considèrent d'ailleurs très privilégiées, et ils sont évidemment souvent très contents et très fiers de parler la langue, quoi, que les grands-parents aient pu la transmettre. Juste pour faire encore une remarque, et puis je m'arrête là. J'ai remarqué aussi que ceux qui ont une forte conscience de la lutte et de la culture, de leur culture, transmettent la langue. Parce que je prendrai l'exemple d'un jeune couple qui, lui, est kanak, elle est française, normande, bien française, quoi. Hein. Leurs enfants sont bilingues parce que lui parle sa langue à ses enfants et elle leur parle sa langue. Et quand les enfants sont avec nous, enfin, sont avec les parents de leur père, quoi, hein, ben, ils leur parlent la langue. Et puis quand ils sont avec d'autres enfants qui parlent français, ils parlent français. Donc ils sont bilingues depuis tout petit. Voilà, ils entendent les 2 langues depuis tout jeune. Mais ça, pour moi, ce sont des jeunes qui sont conscients de ce... Oui, qui sont conscients. Et qui vivent pas, ou alors qui ont été conscientisés par toute la lutte qu'il y a eu, et que la langue, ils ont conscience que cette langue fait partie de la lutte. Voilà. Bien, je crois qu'on va conclure. Je voulais simplement vous remercier toutes les 4 d'avoir su exprimer dans un français accessible le fruit de vos travaux. Et puis surtout, quelque chose, moi, qui m'a tenu particulièrement à cœur, c'est le fait d'entendre les langues. Pour ceux qui les ont découvertes, pour certaines d'entre elles ce soir, même sans les comprendre, le plaisir de les entendre. Et tout à l'heure, je parlais de documentation disponible à la médiathèque. Je voudrais ajouter une petite chose sur la documentation qui est accessible même hors les murs, via Internet. Vous n'êtes pas sans savoir que la DCK a un département qui s'appelle le département Recherche Patrimoine, qui pratique depuis déjà plusieurs années des collectes du patrimoine oral autour des contes, des légendes, des chants, des danses, des techniques, j'en passe. Et que ces travaux sont accessibles sur le site de la DCK, dans le catalogue de la médiathèque et les publications multimédia. Donc pour ceux qui voudraient se réapproprier leur langue ou en découvrir certaines d'entre elles, il y a des dizaines d'heures et des dizaines d'heures disponibles sur Internet. Voilà, ça me paraissait important de le signaler. Dernière petite chose, la prochaine conférence, ce sera autour de la littérature du Pacifique, et ce sera le 17 novembre avec Jean-François Vernet. Donc, une fois de plus, je vous remercie d'être venu, puis je vous souhaite de revenir nous voir. Allez, à la prochaine fois. Merci.